Quand une relation s'essouffle ou que les tensions s'installent, c'est le premier conseil qu'on nous donne, il faut communiquer. Mais de quoi parle-t-on ? De se dire les choses ? On le fait déjà. Et plus on le fait, plus la relation s'aggrave. On se fait mal, alors ça ne doit pas être ça. D'appliquer des techniques de communication ? Bah oui, mais lesquelles ? Il y en a tellement, sans parler de celles qui ne fonctionnent que sur le papier ou dans les livres. Alors pourquoi donne-t-on autant d'importance à la communication dans le couple ? Aujourd'hui, nous allons dépasser le superficiel, nous allons comprendre que communiquer ne sert pas à bien dire, mais à autre chose de bien plus puissant. On va voir comment la parole permet d'éditer une langue unique à deux avec sa propre grammaire. Nous allons identifier le moment précis où l'absence de terrain commun transforme l'autre en un corps étranger et fait basculer le couple dans une guerre d'usure. Et enfin, je vous proposerai un défi de 3 jours, un autotest sur la communication pour mesurer sans vous mentir si vos pensées et vos paroles construisent l'union ou entretiennent la séparation. C'est parti. Pourquoi donne-t-on autant d'importance à la communication dans le couple ? Si vous posez la question autour de vous, on vous répondra souvent qu'il faut bien communiquer pour éviter les disputes, pour exprimer ses besoins ou pour trouver des compromis. C'est vrai, c'est partiellement vrai, mais c'est superficiel. La raison profonde, la raison fondamentale, c'est que la communication est l'unique moyen de créer un terrain commun. Sans communication, qu'est-ce qu'on a ? On a 2 individualités géniales, épanouies, on l'espère pour elles. Mais on n'a pas de couple. Communiquer, c'est retrouver le sens originel du terme mettre en commun, c'est bâtir une relation, une réalité qui n'appartient qu'au couple, une chose qui en soi n'appartient ni à l'un ni à l'autre de ses membres et pas plus à l'un qu'à l'autre. Prenons un exemple concret. Dans un groupe de musique, qu'il s'agisse de jazz, de rock, de blues, de quoi que ce soit d'autre, des affinités se créent, des passions se partagent, émergent, mais aussi des tensions parce qu'elles sont inévitables. Ces tensions sont tout simplement humaines. Pourtant, en intégrant tous ces paramètres, les agréables comme les désagréables, le groupe finit par créer une sorte de lexique qui n'appartient qu'à lui. On pourrait dire qu'il édite son propre dictionnaire ou sa propre grammaire. Attention, il serait faux de croire que cette démarche soit intentionnelle ou calculée. Elle est le résultat naturel du fait d'être ensemble et de viser un projet commun. C'est la recherche de ce projet commun qui permet au groupe de fabriquer ces outils ou cet attirail linguistique qui lui devient utile, parfois même inévitable. S'il n'y a pas cet attirail linguistique, le groupe se disloque. Et ne pensez pas qu'il s'agisse d'une simple allégorie poétique par rapport à la musique. Ce que je vous dis là est d'une réalité profondément absolue. Je regardais récemment une interview de Pat Metheny, guitariste de jazz. Il expliquait qu'il ne pensait pas en termes de notes, de suite de notes ou d'harmonie lorsqu'il joue. C'est exactement comme lorsqu'on parle sa langue maternelle, en fait, ou une langue même dans laquelle on est parfaitement à l'aise. On ne pense pas en termes de vocabulaire, de groupe nominal, d'auxiliaire ou d'accords en genre et en nombre. On ressent ce qui vient. Ça correspond à un univers global de relations à la musique et à l'ensemble des musiciens. C'est pour ça qu'on peut parler d'un univers musical. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le couple. On peut parler d'univers conjugal. Tout ce que je viens de décrire s'y applique point par point. On ne pense pas en termes de vocabulaire, de groupe nominal, d'auxiliaire, d'accords en genre, en nombre. On ressent ce qui vient. Il arrive que ce ressenti de ce qui vient va dans le sens de la construction du couple, fort heureusement. Et puis il arrive que on manifeste ce qui vient en dehors de la conjugalité. On oublie qu'on est en couple. On met de côté le lexique ou la grammaire conjugale. Alors, où se trouve la limite de la communication ? Elle devient extrêmement prégnante lorsqu'on ignore l'intérêt même de rentrer dans l'univers du couple. Quand on commence à vivre comme si les 2 mondes de l'un et l'autre partenaire n'avaient plus rien à faire ensemble, c'est là, à ce moment précis, que survient ce qu'on peut appeler le rejet de la greffe.
Rappelez-vous comment fonctionne la médecine. Le corps humain possède un système immunitaire conçu pour repérer le non-soi et le dissocier du soi. Lorsqu'on greffe un organe étranger, si le corps ne le reconnaît pas comme étant du soi, quelque chose qui est véritablement son identité, il le perçoit comme une menace. Et ce faisant, il développe une réaction d'attaque pour expulser cet organe ou cette partie qui a été mise au contact de son circuit intérieur. Ça peut être une greffe de peau qui peut être rejetée parce qu'on estime que le corps va dire c'est pas à moi ça, ce n'est pas moi. C'est pas que ce n'est pas à moi, c'est que ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas dans cette peau. Ça peut être une greffe de rein pour laquelle le corps va dire ce n'est pas moi. Quelque organe que ce soit, c'est pour ça qu'on met des produits pour lesquels je vais passer les termes techniques qui limitent le rejet de la greffe. Dans la relation, le rejet de la greffe se produit quand la logique individuelle prend le dessus sur l'univers commun et qu'on dit ce n'est pas moi ça. C'est la conséquence directe d'une négligence, celle de ne pas avoir nourri le besoin d'entrer dans l'univers de l'autre et de décider que l'univers de l'autre n'est pas nous, ne fait pas partie de nous, doit être distant de nous. L'idée n'est pas de s'y soumettre ou de s'y annuler, mais de s'y appliquer, même impliquer dans l'univers de l'autre. Parce que comme l'autre est la partie que j'ai choisie pour faire couple, si je refuse par principe ce qui vient de l'univers de l'autre, il n'y a pas couple. Il n'est pas possible de communiquer. Nous comprenons tous que l'apprentissage d'une nouvelle langue, qui implique d'intégrer une nouvelle culture, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle manière de s'alimenter, d'être exposé à de nouveaux goûts, de nouvelles coutumes, puisse bousculer une relation quand on s'était imaginé que l'autre correspondrait naturellement, nativement à notre propre monde. Comment a-t-on pu penser que l'autre appartenait de bout en bout à notre monde, sans comprendre qu'il était impossible d'abonder uniquement dans ce sens? On n'a pas pris conscience que il y avait de son monde des choses qui ne correspondaient pas au nôtre. Mais comment est-ce possible? Comment peut-on imaginer que l'autre devrait englober et accueillir l'entièreté de notre monde, en n'imaginant absolument jamais l'hypothèse qu'il soit en difficulté d'être au contact d'éléments de notre monde au point de lui mettre un produit anti-rejet de greffe? Je trouve fascinant de voir ici le parallèle avec le récit des origines, comme dans la Genèse, au commencement, où tout est créé par la parole, selon ce que nous dit la Bible. Je vous invite pas à croire sur le plan religieux ce texte. Je vous invite à comprendre le mécanisme, la mécanique. Tout ce que nous créons passe d'abord par le filtre de nos croyances, puis de nos pensées et de nos émotions, avant d'emprunter le canal de nos paroles et de nos actes. Autrement dit, créer un terrain commun ou communiquer, c'est un appel à passer de la croyance à la parole puis aux actes de façon cohérente. S'engager à deux sur un chantier sans prendre en compte la capacité de compréhension de l'autre, ses aptitudes, ses forces, son savoir et ses limites, c'est s'exposer à un cauchemar pire que celui des bâtisseurs de la tour de Babel. La confusion s'installe en maîtresse et la vie devient un enfer. Or, qui s'est mis en couple dans le but de créer un enfer? Personne. Alors je me répète, pourquoi donne-t-on autant d'importance à la communication? Parce que sans cette application constante à créer un univers pour le couple, on passe son temps à penser et à agir comme des êtres séparés. Comment reconnaître les pensées et les actes de séparation quand on vit en couple? Ces réflexes s'entendent très clairement dans la manière de parler, en fait, au quotidien. Quand on ne réfléchit pas consciemment à ce que l'on va dire, on n'est pas conscient de laisser échapper des termes qui vont soit révéler la séparation, soit révéler l'union. Mais restons sur la séparation pour l'instant. Ce ne sont pas nécessairement des insultes ou des éclats de voix, mais des manières, des formes d'expression qui, si
de manière répétée le lien que l'on pense vouloir construire mais qu'on est en train de détruire. J'ouvre juste une parenthèse pour dire que les couples que je reçois en coaching sont des couples qui me disent très clairement, au plus profond d'eux-mêmes et en vérité, que leur démarche, même si elle est perçue comme étant violente, destructrice, humiliante, dévalorisante par leur partenaire, n'a pas comme intention d'abîmer la relation. Je crois qu'il est important de le comprendre, c'est que la mauvaise communication ne résulte pas d'une mauvaise intention, elle résulte d'un fait relatif à une habitude que l'on a prise d'avoir des pensées et des actes de séparation. Faisons un petit zoom sur quelques actes de séparation pour comprendre en quoi ils le sont. On peut en percevoir dans certaines questions qui cherchent à coincer l'autre plutôt qu'à comprendre. Pourquoi t'as fait ça comme ça ? Ou bien, tu pensais à quoi en faisant ça ? Il peut y avoir d'autres manière de s'exprimer, la manière de découper la réalité en territoire hermétique pour se dédouaner en fait. Ça, c'est ton problème, tu le gères. Ou bien, moi de mon côté, j'ai fait ce qu'il fallait, c'est toi qui n'as pas anticipé la situation. On est vraiment dans une démarche dans laquelle on a créé deux terrains. On est presque en adversaire. Un autre exemple. Par exemple, parler du couple comme si on était le spectateur critique et non l'auteur du couple. De toute façon, avec toi, c'est impossible de planifier quoi que ce soit. Ou même parfois quand il y a quelqu'un autour de nous, on est à table en famille ou avec des amis. De toute façon, lui, tu sais, c'est difficile, il pige pas tout et parfois il a des décisions, on se demande d'où il les prend. Dans tous les exemples que je viens de présenter là, la pensée qui est souterraine, sous-jacente, c'est il y a un monde, le tien, le mien. Et s'il te plaît, fais que ton monde ne dérange pas le mien. On est alors installé dans un mécanisme de séparation. Mais maintenant, à quoi ressemble une communication orientée vers l'union, à la différence de la séparation ? Pour mesurer la différence, je vais vous présenter également quelques exemples de communication qui manifestent l'union, même si elles sont peut-être imparfaites, maladroites ou traversées par une tension. Elles manifestent quand même l'union. Par exemple, on s'est mal compris sur ce coup-là. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour nous là ? Un autre exemple, je sens que ça me stresse de vivre ça. Comment on s'organise pour que ce soit différent la prochaine fois et qu'on le vive mieux tous les deux ? Un autre exemple, là on est en train de se braquer chacun dans son coin. C'est pas ce qu'on veut pour nous. Vous voyez les nuances ? La différence est bien là. L'émotion peut être vive, mais le cadre de référence reste l'univers du couple. On ne parle pas depuis la frontière pour tirer sur l'autre, comme avec une sorte de mégaphone. On parle depuis l'intérieur du chantier commun. Et vous savez quoi ? Il n'est pas besoin d'avoir quelqu'un extérieur pour diagnostiquer et nous dire qu'on est en train d'entretenir des pensées de séparation ou des pensées d'union. Parce que pour le savoir, il suffit d'une seule chose. S'écouter penser. Ou, à défaut, s'entendre parler. Et oui, je fais partie de ceux qui disent que trop fréquemment nous parlons sans entendre ce que nous sommes en train de dire. C'est quand c'est sorti qu'on le découvre et en même temps, même parfois, c'est sorti, on n'est même pas conscient d'avoir dit ça. Alors quand le partenaire nous dit « tu as dit ça », on découvre par notre partenaire ce que l'on a dit. Ça ne va pas du tout. Parce qu'en réalité, c'est comme si on était en train de travailler sur un chantier et qu'on a l'intention de monter des agglos et qu'au lieu de mettre du mortier, on y met du sable. Oui, mon intention était de monter le mur. Ouais, ton intention, ok. Mais est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de faire ? Est-ce que c'est en cohérence avec ton intention ? Non. Et je demande que vous soyez, toi et ton partenaire, conscients de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train de dire, de vous écouter penser et de vous entendre parler. Quand je dis à mon partenaire, franchement, je trouve que tu es gonflant. J'ai entendu que j'ai dit un tu accusateur.
J'ai entendu que je l'ai enfermé dans une boîte, le gonflant, j'ai mis une étiquette dessus. Quand je dis à mon partenaire, écoute, franchement, je me sens agacé quand tu agis comme ça. J'ai entendu que j'ai parlé en je. J'ai entendu que j'ai été égocentré, conscient de manifester mes émotions. Ce n'est pas construit selon la structure de la communication non violente dans le cadre de ce que propose Marshall Rosenberg. Je l'ai entendu aussi. Mais j'ai entendu que je ne suis pas en train d'accuser mon partenaire. Ça permet de faire en sorte que, si je vais un peu plus loin sur cette approche-là, que quand mon partenaire me dit « Attends, tu te trouves gonflant, mais tu te prends pour qui ?» que je sais que mon partenaire est en train de partir dans les tours, non pas par rapport à ce que j'ai dit, mais par rapport à ce qu'il vit, parce que je ne l'ai pas accusé d'être gonflant, je ne l'ai pas étiqueté, je ne l'ai pas enfermé. Je lui dis que je trouve gonflant sa manière de faire quand il fait ceci ou cela. Je parle donc de moi. Je m'arrête là sur l'exemple. Parce que je voudrais vous proposer un défi. Allez, te proposer un défi. Je vais m'adresser à toi, même si vous êtes 2 à écouter ce podcast. Je te propose un défi qui est le défi d'honnêteté envers toi-même. Un exercice à réaliser dès aujourd'hui, sur une durée de 3 jours. Et toute personne que je coach sait que quand on acte un changement, on commence maintenant, jamais plus tard. Pourquoi commencer tout à l'heure ? Je peux commencer maintenant ? Oui. Et qu'est-ce qui empêche que tu commences maintenant ? Rien. Alors commence maintenant. C'est parti. Pendant 72 heures, ne cherche pas à corriger ton partenaire. Ne cherche même pas à modifier votre façon de parler. À tous les 2. Même la tienne. Deviens simplement l'observateur de votre monde intérieur et de votre manière d'exprimer ce que vous ressentez l'un et l'autre. Donc, à chaque fois que tu sens venir une pensée, ou que tu prononces une phrase que tu vas adresser à ton partenaire, attribue mentalement un point dans l'une des 2 catégories que je vais te présenter maintenant. Si tu as besoin de noter, fais une pause, prends de quoi écrire, ou bien rends-toi sur le site coupleheureux.com et tu verras ce défi d'auto-observation dans la transcription du podcast. Je poursuis. À chaque fois que tu formules une pensée, donc j'ai dit que tu vas, ou même une parole, tu vas attribuer une note à ce que tu as dit, en tenant compte des 2 catégories que je vais te présenter maintenant. Quand tu vois que ta pensée est une pensée qui montre plutôt une direction de séparation, considère que tu vas pouvoir lui mettre un point S. Donc tu vas noter la phrase que tu as identifiée et tu vas la faire précéder de la lettre S. Et tu sais déjà que ta phrase, ta pensée, isole, juge, catégorise l'autre comme un obstacle ou elle dresse un mur entre vous 2. Entre vos 2 mondes. Et quand tu prononces une phrase qui va dans la direction de l'union, tu fais précéder cette phrase de la lettre U. Une phrase ou une pensée qui s'adresse à l'espace commun, qui cherche à comprendre, propose un terrain d'entente ou prend soin du lien, du nous. Si tu as besoin de te rafraîchir la mémoire, tu peux revenir un peu plus tôt dans l'audio pour réécouter les exemples que j'ai présentés, de manière à vraiment fonder ta manière de noter les phrases que tu as pensées et les phrases que tu as prononcées. J'insiste bien sur penser et ou prononcer. Pas que penser et pas que prononcer. Tu fais les 2. Au bout de 3 jours, tu fais le bilan. Tu fais le score. Et pas d'excuses. Tu regardes le nombre de S et le nombre de U. L'idée n'est pas de te flageller en te disant « Oui, c'est minable, j'ai trop de S, j'y arriverai pas, je suis trop dans la séparation, je suis indigne, etc. » Non, pas du tout. L'idée, c'est de prendre connaissance. Tu regardes la photo. Paf. Tu as vu la photo, tu ne peux rien faire pour changer la photo. Elle est là. Ne condamne pas la photo. Réjouis-toi de l'information qu'elle te transmet. Observe simplement la tendance générale qui se dégage de votre manière de communiquer à tous les 2. Ta manière de parler, de penser. Je sais, tu pourrais être tenté de te dire, je vais noter les phrases de mon partenaire et mettre des S ou des U devant les phrases de ton partenaire. Et ce n'est pas du tout ce que je te demande de faire, s'il te plaît, parce que tu vas créer quelque chose que je ne veux pas que tu crées dans ton mental, qui va t'abîmer. Donc je veux que tu le fasses uniquement sur toi. Si tu veux que ton partenaire le fasse, invite-le. Si vous écoutiez ce podcast ensemble, bingo, génial. Si ce n'est pas le cas, demande-lui de l'écouter et invite-le à faire ce même exercice. Cet exercice demande une
relation profondément honnête avec soi-même. C'est pour ça que je l'appelle autotest. On va pas fausser le résultat de l'exercice pour qu'il nous plaise. Quand on fait un test, on veut avoir l'information, la vraie. Parfois, on est persuadé que le couple va mal à cause de l'autre. Et d'autres fois, on se convainc que c'est nous qui dysfonctionnons totalement. Et toutes ces hypothèses reposent uniquement sur notre état émotionnel du moment. Quand on se sent dans un creux, on s'enfonce soi-même, et quand on va un peu mieux, on rejette la faute sur l'autre. Aujourd'hui, je t'invite à cesser de regarder l'autre. Stop, c'est fini. Regarde-toi, toi-même. Regarde la direction que révèle ce défi de 3 jours. Regarde tes pensées. Regarde tes paroles. Regarde tes actions. T'imagines si tu essaies de regarder les pensées de ton partenaire, c'est mort. Donc tu ne peux pas faire l'exercice sur ton partenaire. Parce que tu ne pourrais voir que ses paroles et ses actions. Or, une parole ou une action ne révèle pas une pensée, ni une émotion. On a besoin d'interroger l'autre pour savoir à quoi il pensait, qu'est-ce qu'il pensait, et qu'est-ce qu'il ressentait quand il a agi ou dit ceci ou cela. C'est pourquoi cet exercice est réservé pour toi, individu. Il suffit parfois de moins de 3 jours pour réaliser à quel point il est capital d'adopter une nouvelle manière de communiquer. Il est possible que tu n'aies pas besoin de 3 jours, même si je t'ai proposé de faire ce défi sur 3 jours. Parce que bien communiquer avec des guillemets, ce n'est pas bien dire les choses. Ce n'est pas apprendre par cœur des phrases toutes faites, des techniques de reformulation polie pour les placer au bon moment, comme nous le suggèrent certains thérapeutes, psy ou des amis bien intentionnés. C'est du maquillage, tout ça. C'est mettre du fard à joues ou du crépi sur une structure qui s'effrite. Communiquer, c'est créer. On ne bâtit pas un édifice avec du maquillage. On s'implique, en conscience, parce qu'on sait exactement ce que l'on vise. Créer un terrain commun. Un lieu symbolique, certes, mais un lieu d'une importance telle qu'une fois qu'on l'a goûté et construit ensemble, on ne voudrait le quitter pour rien au monde. Allez, à vous de jouer. Écoutez-vous pendant ces 3 prochains jours et commencez à bâtir. Merci de m'avoir écouté. Mais surtout, merci de vous écouter.